La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission Les Matins éphémères. Bonjour à tous, merci de vous joindre aux Matins éphémères, au microphone Jean-François Artaud. Bonne journée à tous. Alors, vous êtes à les Matins éphémères à l'édition du 7 novembre, le mardi 7 novembre. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Ce matin, on aura une émission évidemment très chargée, comme on l'a souvent. On aura plusieurs chroniqueurs qui vont se joindre à nous en studio et au téléphone. On va exceptionnellement commencer l'émission avec Georges Gaumois, mais avant qu'on commence avec Georges, vous donner peut-être quelques informations sur le contenu de l'émission. Avec Georges, et dans quelques instants, on va rendre hommage à un écrivain congolais du nom de Marie-Joseph Henri Lopez, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le 3 novembre dernier. Alors avec Georges, on va faire le tour de ça. On va prendre juste un petit pont musical et je vous reviens tout de suite, ou dans quelques secondes plutôt, avec Georges Gaumois pour parler de la chronique d'Afrique noire. Toujours un peu embêtant de couper Alexandra Streliski comme ça, mais on va y revenir, parce que comme vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis un certain temps, c'est une pianiste que j'adore, Alexandra Streliski. Donc, on va revenir à la musique d'Alexandra. Mais pour l'instant, accueillons donc l'ami Georges Gaumois. Bonjour, Georges. Bonjour, Jean-François. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Ben oui, il pleut ce matin, hein, puis il a neigé beaucoup cette nuit. La deuxième neige, je pense. Ben oui, la deuxième neige, oui. Ben oui. Il y a même des camions qui passaient sur la rue chez moi ce matin. Mais tu sais que je m'inquiétais déjà, hein? Ah, c'est vrai? Oui. Mais c'est la saison, quand même. Oui, on c'est est vrai. en novembre, avec les changements climatiques, on se dit toujours, mais quand c'est pas comme d'habitude, ouais. est-ce que, bon, ben voilà. Mais tu sais quoi, Georges? Je pense qu'il y en a plus d'habitude. Tout est chamboulé maintenant. Tout est chamboulé, il faudra bien s'y adapter, quoi. Exactement. Nous sommes à la période de l'adaptation. Exactement. Voilà. Alors ce matin, on veut rendre hommage à un écrivain qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, un écrivain congolais. Oui. Du nom de M. Henri Lopez. Ben oui, absolument, Jean-François. Ben écoute, tu sais, le Congo-Brazzaville, c'est un haut lieu de culture, de la littérature. Hein? Il y a beaucoup d'écrivains de renom qui sont du Congo-Brazzaville, les Chikaya Utamsi, les Alema Bankou, que tu as certainement entendu, qui a été même président comment on appelle l'événement des écrivains, là, c'est passé, du salon littéraire qui s'est passé à Québec il y a peut-être 4 ou 5 ans, qu'il est venu, il était président de ce salon-là, avec Daniela Ferrière, on était tous là, et voilà. Et, ben, alors, Henri Lopez, comme tu l'as dit, c'est une grosse pointure de la littérature congolaise, pas seulement congolaise, mais la littérature africaine et la littérature francophone, il faut le dire, quoi. Alors, Henri Lopez, il est né donc en 1937 à Kinshasa, la capitale de la RDC. À l'époque, c'était le Congo, Léopoldville ou le Congo belge. La République démocratique du Congo à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, République démocratique du Congo maintenant, mais il est du Congo-Brazzaville. Il est du Congo-Brazzaville, il a passé son enfance, sa tendre enfance à Brazzaville. Disons, ses études primaires, il les a faites à Brazzaville et à Bangui. Bangui, c'est la République centrafricaine, juste au nord du Congo. Et pour ses études secondaires et supérieures, il est venu, Jean-François, en France. Il est venu en France. Comme plusieurs à l'époque. À un âge très tendre, très jeune, puisqu'il n'a fait que ses études primaires en Afrique. Donc il s'est installé avec ses parents à Nantes. Il est né d'un père portugais et d'une mère congolaise. Et puis, ma foi, il a continué ses études supérieures à la Sorbonne, la grande université de la Sorbonne, jusqu'en 1963. Et puis, après ça, il est rentré au Congo. Parce que quand on évoque les années 1960, Jean-François, c'est la période qui est très marquante pour les pays africains. C'est la période des indépendances, la décolonisation, évidemment. Donc, on comprend très bien que dans cette effervescence, les pays africains qui accèdent à l'indépendance sont très excités à prendre la souveraineté de leur pays. Comme on a pensé ici au Québec aussi à une certaine époque. Mais enfin. Certains y pensent encore. Ils pensent encore. Fort heureusement, aussi. Et donc, à cette période-là,
toutes ces jeunes Africains qui sont en France pour se former, la France, c'est quand même parmi les pays qui ont beaucoup formé les Africains, surtout en sciences, en littérature surtout. Le quartier latin, la Sorbonne se trouve dans ces périmètres-là. C'est un berceau de l'éducation. C'est un berceau de l'éducation. Les Aimé Césaire et tous les autres sont passés par là. Voilà. Alors, Henri Lopez, en 1963, a pensé que, évidemment, après s'être formé comme cela, il faut que je rentre au Congo-Brazzaville. J'ai une espèce de devoir. Un devoir, évidemment, dans cette excitation. Et il est rentré au Congo-Brazzaville pour enseigner. Il a enseigné de l'histoire. Il a enseigné l'histoire. Et pas pour très très longtemps. Il a enseigné l'histoire dans ce qui est devenu aujourd'hui l'université Marien Ngouabi, la seule université que le Congo a. Justement, il y a une autre université qui vient de se mettre en place, l'université de Kintele, mais à l'époque, c'était ça. Alors, il n'a que très peu enseigné l'histoire, peut-être pendant 3 ans comme cela, et avec cette effervescence, comme je t'ai dit, les indépendances. On cherche des têtes, et puis tout naturellement, il est happé par l'engagement politique, bien évidemment. Bien et avant ça, il est resté quand même directeur de l'enseignement, parce que quand même, l'idée de l'indépendance, on voit d'abord l'enseignement. Comment va-t-on former les cadres qui seront utiles, n'est-ce pas, au Congo et à l'Afrique d'une manière générale? Et là aussi, tout de suite après, il est devenu ministre de l'Éducation nationale au temps de Marien Ngouabi. Il est encore très jeune à cette époque-là. Très jeune, la trentaine. Disons qu'il a la trentaine, né en 37, et donc les années 60, il a une trentaine d'années, avec déjà une très grande expérience. Mais quand il est happé par la politique, ministre, n'est-ce pas, de l'Éducation nationale, et ensuite aussi ministre des Finances. Il a été ministre des Finances et Premier ministre aussi de 73 à 75 sous donc la présidence de Marien Ngouabi. Et puis voilà, c'est cette politique-là, je pense, jusqu'à la fin des années 60, 80, la fin des années 80. Et puis, il a eu aussi une carrière de diplomate. Une carrière politique. Une carrière de diplomate. J'ai oublié. Mais sa carrière, son œuvre littéraire aussi. Est-ce qu'il poursuivait tout ça en même temps? On va y arriver, on va y arriver. Oui. La question est bonne, Jean-François. Oui, bien sûr, il a poursuivi tout ça en même temps, bien évidemment. Et comme on a évoqué sa carrière de diplomate, il a été aussi ministre des Affaires étrangères. Tu vois, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, et tout cela est couronné par, pendant 2 ans, le Premier ministre de la République du Congo. Et tout ça dans la trentaine. Oui, la trentaine, et puis ce qui a suivi par la suite aussi, jusqu'à la quarantaine. Et puis, dans cette carrière politique aussi, il a été directeur à l'UNESCO, directeur adjoint à l'UNESCO. À Paris, évidemment, c'est tout un honneur quand même. L'UNESCO, c'est une grosse affaire au niveau des organisations internationales. Et puis, pendant assez longtemps, il est resté à ce poste-là comme directeur adjoint. Je me rappelle plus exactement ça va me revenir certainement au cours de l'émission, mais en tout cas, il a travaillé à l'UNESCO pendant pas mal d'années. Voilà à peu près cette carrière de diplomate, et puis cette carrière jusqu'à vers la fin. Il a servi comme ambassadeur, n'est-ce pas? Ça on l'a dit, je pense. Ambassadeur du Congo en France jusqu'à ces dernières années au fond. Alors. Donc c'est un diplomate. C'est un diplomate hors pair. Et puis ce sont ces personnages que moi, tu sais que je suis originaire du Congo-Brazzaville également. Ça fait un grand honneur au pays quand on évoque les personnages comme Henri Lopez, bien évidemment. Bon, maintenant, tu attendais peut-être que la carrière littéraire de Henri Lopez, mais c'est une œuvre monumentale. C'est une carrière prolifique où il a
publié pas mal, n'est-ce pas, de romans. C'est un romancier. Il a fait aussi un essai aussi, et puis un recueil de textes aussi. Il a fait la poésie également. Alors, rapidement comme ça, là, je vais te citer un peu quelques œuvres de Henri Lopez. Alors, la toute première, c'est Tribalique. En 1971, il publie Tribalique. Donc, au début de sa trentaine, déjà. Ouais. Et ce livre Tribalique, aux éditions Clé à Yaoundé, parce que à l'époque aussi, Yaoundé au Cameroun, c'était c'est là où il y avait la grande édition qui publiait les Africains. S'ils venaient pas en France à présence africaine en tant que telle, c'était aux éditions Clé de Yaoundé. Donc c'est Tribalique qui marque son entrée dans la littérature, qui est un recueil de 8 nouvelles, donc de 8 nouvelles, et ce qui est une première œuvre de Henri Lopez en 72, et il a obtenu un prix. Déjà? Oui, le premier ouvrage, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Et dans Tribalique, qu'est-ce qu'il relate? Les faits sociaux du Congo, voilà, tout à fait. Tu sais que cette période, on l'a dit, les années 60-70, on essaie de regarder les cadres de la société africaine d'une manière générale. Développer des modèles. Exactement. Et puis, il y a ce Tribalique qui apparaît. Mais la première œuvre, Georges, dis-moi, c'est souvent un peu autobiographique. Est-ce que c'était le cas pour Henri Lopez? Non, c'est des nouvelles aussi, ça se prête moins à ça. Je pense qu'il n'a pas voulu peut-être se mettre en premier lui-même. Il a voulu d'abord regarder les contours de la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville et culturelle également, parce que dans cette œuvre, les problèmes abordés sont la décolonisation, on l'a dit, le népotisme aussi qui marque un peu trop les pays africains aujourd'hui, le favoritisme, la corruption, la place de la femme, de la brutalité policière également. Il aborde cela parce que quand on dit un pays libre, la liberté, les gens ont le droit de s'exprimer, mais la police est là pour protéger les personnes, mais pas pour exercer une brutalité, n'est-ce pas, sur les individus, et aussi la capacité d'adaptation des populations africaines à ce moment-là. Voilà, donc en fait, il rentre directement dans cette nouvelle ambiance de la décolonisation. Allez, il rentre directement. Quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent à nous? Comment allons-nous nous comporter? Et à l'époque aussi, en 65 ou 62 plutôt, il y a Raymond Dumont, l'ingénieur agronome français, qui avait écrit « L'Afrique noire est mal partie ». Voilà. Donc, c'est parce que on observe un peu ce moment fondateur, cette temporalité fondateur, pour voir est-ce que l'Afrique va prendre un bon départ, maintenant qu'ils ont, n'est-ce pas, leur souveraineté. Leur destinée en main. Voilà, en main. Alors, là, je voulais quand même qu'on commence par Tribalique, parce que pour annoncer la couleur. Et puis, il y a eu aussi la nouvelle romance, et là, on est vraiment dans le roman parfait, la nouvelle romance, en 1976. En 1977, il écrit Sans tam-tam. C'est aussi un roman, Jean-François. Je vais revenir là sur celui de 82, qui est le Pleurer rire. Pleurer rire, qui est c'est une œuvre, c'est de l'ironie. Tu sais très bien comment on utilise l'ironie, surtout en politique. C'est une méthode bien aiguisée, n'est-ce pas? Absolument. Depuis Machiavel. Depuis Machiavel, exactement, tu l'as bien compris, Jean-François. Alors, sur le Pleurer rire, donc cette fois-ci à présence africaine à Paris, c'était le premier, c'était à Yaoundé, et là c'est présence africaine à Paris, et qui est considérée comme une œuvre classique de la littérature africaine moderne. Alors, là, rapidement, on rentre pas dans les détails. Alors, le Pleurer rire traite la mauvaise gestion du pouvoir par les dictateurs africains. C'est un livre qui est centré sur le personnage de Tonton Boakamabé, Boakamabé na Sakadé. Enfin, il prend des noms aussi africains pour bien s'acclimater, pour bien montrer, pour bien ancrer son œuvre. Bien ancré. Et ce Boakamabé, c'est un ancien combattant devenu président de la République à la faveur d'un coup d'État. Alors, il annonce ces choses-là, que la vie politique en Afrique aussi est marquée par des coups d'État. Au moment où on pense que non, la dévolution du pouvoir pouvait se faire tout simplement par les élections. Quand on fait la dévolution du pouvoir par des élections libres et
transparente, on réduit la portée des conflits. Oui. Parce que le coup d'État, c'est déjà la violence politique qu'on Oui. apporte là, et puis ça crée d'autres situations traumatisantes pour le pays. Explosives. Voilà, explosives. Donc le pleurer rire de Henri Lopez. Alors, on arrive en 1990, il écrit Le chercheur d'Afrique. Le chercheur d'Afrique, là aussi, bien sûr, l'Afrique aussi, c'est un continent qui a besoin des chercheurs. L'Occident s'est développé parce que la science a été mise au devant. Les Lumières ont apporté une nouvelle façon de considérer un peu notre environnement, de dire que les choses qui nous arrivent sur la Terre, ça ne tombe pas du ciel. Non. C'est la conséquence, n'est-ce pas, de l'histoire que les gens posent. Absolument. C'est pas le c'est fondamental. Voilà, t'as bien raison. Alors, et puis, rapidement, en 92, sur l'autre rive, bon, là, j'ai pas trop pénétré le roman sur l'autre rive. Bon, Brazzaville et Kinshasa, c'est les capitales les plus rapprochées du monde. C'est séparé par le fleuve Congo. C'est une quinzaine de minutes de traversée. Donc voilà, l'autre rive, il est né à Kinshasa, il est brazzavillois. Est-ce que c'est de ça dont il parle? Je ne sais pas, je ne pourrais trop le dire. Alors, en 93, il publie Maluku au temps des bateaux à roues. C'est une autobiographie. Là, c'est vraiment autobiographique maintenant, là. Alors, et puis, en 97, il publie Lys et le flamboyant, Le Lys et le flamboyant. En 2002, c'est Dossier classé, un roman également. En 2003, Ma grand-mère bantou et mes ancêtres, les Gaulois. C'est un essai à ce moment-là. Et puis, 1912 aussi, 2012, pardon, il écrit Enfant de Poto-Poto. Alors, on va s'arrêter un peu là. Ben oui, c'est intéressant, ça. Poto-Poto, Poto-Poto. c'est un quartier mythique de Brazzaville. C'est l'un des quartiers les plus animés de Brazzaville. Et Jean-François, tu sais ce que ça veut dire, Poto-Poto? Non, pas du tout. Mais Poto-Poto, ça veut dire la boue. Poto-Poto, en lingala. Lingala, c'est la langue nationale, l'une des langues nationales au Congo-Brazzaville. On a le lingala, et puis on a le kikongo. Voilà, ce sont les deux langues nationales du Congo, mais à côté de ces deux langues nationales, il y a plusieurs dialectes. Plusieurs dialectes, évidemment. Donc voilà, Poto-Poto, c'est la boue. C'est la boue, mais c'était l'un des premiers quartiers de Brazzaville où, évidemment, Brazzaville, le Congo-Brazzaville aussi, a accueilli beaucoup d'immigration. Des personnes qui sont venues d'Afrique de l'Ouest, qui sont très, très, très nombreux, et bien évidemment, se sont installés dans ce quartier Poto-Poto. Donc, beaucoup de gens sont très fiers de ce quartier Poto-Poto, et Henri Lopez lui-même aussi a un amour, une sensibilité par rapport à ce quartier Poto-Poto. Le nom est joyeux. Le nom est Poto-Poto. Ouais, Poto-Poto. Tu peux le dire comme ça? Oui, Poto-Poto. Voilà, c'est un plaisir de le prononcer. Quand tu iras à Brazzaville, tu dis Georges m'a demandé d'aller aller à Poto-Poto. Voilà. Les gens seront très contents de te montrer le chemin pour aller à Poto-Poto. Je vais faire ça. Alors là, l'histoire avec une enfant de Poto-Poto. Alors là, je pense aussi qu'il parle de lui-même. Il parle de lui-même parce que l'enfant, c'est un roman aux éditions Gallimard. Cette fois-ci, on monte quand même. Gallimard, c'est pas c'est la grande maison d'édition. Donc quand un écrivain est la collection blanche et tout ça. Absolument. Alors ici, qui a obtenu aussi un prix, le prix littéraire de la Porte Dorée en 2012, et l'œuvre traite de l'amitié entre deux jeunes Congolaises qui vont se séparer un temps après l'évolution politique de leur pays. À cette période-là aussi, ces années-là, beaucoup de jeunes veulent aller apprendre à l'étranger. Et là, rapidement, pour te dire pourquoi je dis que c'est peut-être de lui-même dont il parle, il parle de Pélagie et de Kimia, qui sont deux bonnes amies vivant à Poto-Poto, le quartier le plus animé de Brazzaville après l'indépendance. À la fin des années 1960, évidemment, élève au lycée Savognier de Brazza, où je suis passé d'ailleurs aussi, je suis passé à ce lycée-là, voilà, élève au lycée Savognier de Brazza, elles attendent ensemble une bourse pour leurs études universitaires à l'étranger. Alors, c'est là où je pense qu'ils rentrent en scène. Elles tombent toutes les deux amoureuses de leur professeur de lettres. Lui, il a enseigné la littérature. Alors, Monsieur Fonchessini, un métis, il est métis, né dans la même zone, à Poto-Poto.
Il affiche une vision positive du développement de l'Afrique en s'engageant dans la littérature et dans la politique. Peu après, Kimia se lance dans la littérature. Ce trio se sépare ensuite, chacun suivant sa propre destination. Donc c'est là où je me suis dit, c'est peut-être une petite histoire d'amour d'enfance. Oui. Parce qu'après toute cette effervescence sentimentale autour de la littérature, chacun est allé de son côté. Et puis, l'un des derniers, c'est quand même... En 2015, il écrit Le Méridional, et en 2018, je crois que c'est le dernier qu'il aura publié, c'est un récit. Il est déjà demain. Bon, voilà un peu l'ampleur de la littérature que nous lègue Henri Lopez. C'est colossal, quand même. C'est colossal. Oui. Et puis, ses ouvrages aussi ont été au programme. Bon, c'est ce que j'allais te demander. Vas-y, alors, pose ta question. Alors, moi, ce que j'ai envie de te demander comme question, justement, c'est l'influence d'Henri Lopez. Donc, tu disais que c'est au programme. Donc, c'est enseigné aux jeunes. Absolument, ouais. Il y a une grande fierté autour d'Henri Lopez. C'est une grande fierté quand tes œuvres de littérature sont inscrites dans les programmes d'enseignement en Afrique. Et là, quand on regarde un peu les hommages qui sont rendus à Henri Lopez en Côte d'Ivoire, c'est une flopée d'hommages à le grand écrivain congolais. Henri Lopez est décédé, il cite ce qu'ils ont étudié, n'est-ce pas? Donc il laisse un héritage. C'est là où, évidemment, bien sûr, Henri Lopez aujourd'hui, il est immortel maintenant de par la grosseur et puis de son œuvre littéraire, mais aussi de sa mission diplomatique. Et de sa mission diplomatique aussi. Bon, mais maintenant, là, on s'exalte de l'homme. Mais là, je vais introduire une vision beaucoup plus personnelle et beaucoup plus critique aussi. Beaucoup qui vont m'entendre ne seront peut-être pas contents, mais je pense quand même que les hommes de science, les littéraires aussi, ils disent la société. Et en principe, ces personnes-là, c'est des personnes qui doivent avoir avec l'éthique rêvée au corps. La science est universelle. Et quand on s'engage en science, on a toujours ceci en tête. On magnifie l'être humain en tant que tel. Je vais en venir où? Bon, au Congo-Brazzaville, depuis 1997, on a eu une guerre civile. Une guerre civile qui a ramené Monsieur Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Après l'éclipse démocratique, parce que Monsieur Sassou Nguesso est resté au pouvoir de 1977 à 1992, donc 13 ans au pouvoir, d'un pouvoir dictatorial. Et quand arrive la démocratie au Congo-Brazzaville dans les années 60, consécutive consubstantielle avec la chute du mur de Berlin, tous les pays s'offrent à la démocratie. En fait, il y a aussi François Mitterrand qui, à l'époque aussi, pousse les pays africains à aller vers la démocratie. Et on était exaltés. Que voilà, on a vu comment la démocratie a fait des merveilles en Occident, tout simplement. Tu es président de la République, tu restes le nombre de mandats qu'il faut pour laisser la place aux autres également. Les pouvoirs dictatoriaux sont des pouvoirs qui sont des pouvoirs usurpés et brutaux, surtout brutaux, parce que c'est mortifère, c'est criminogène. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Henri Lopez? Pourquoi j'ai introduit cette dimension de la chose? C'est tout simplement parce que quand M. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir après une guerre civile qui a fait des milliers et milliers de morts, avec des destructions matérielles et incroyables, il s'installe et Monsieur Henri Lopez l'accompagne jusqu'à la fin, parce que Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu depuis 97 et jusqu'à maintenant, il est encore là. Il s'était pris une constitution avec 2 mandats. Quand il a terminé ces 2 mandats, il change de constitution. L'ancienne constitution qu'il avait taillée sur mesure n'est plus bonne. Et Monsieur Henri Lopez est resté ambassadeur à Paris. Donc, en dehors de cette exaltation par rapport à l'œuvre qu'il a vécue, qu'il a écrit, qu'il a léguée aux Congolais, il faut quand même qu'on soit franc. Il faut qu'on soit franc. Pendant le nazisme, on a vu comment est-ce que les scientifiques qui ont accompagné Hitler à faire ce que Hitler a fait, ils ont été, n'est-ce pas, face à l'histoire. Absolument. Donc c'est pourquoi, là je suis, tu vois comment je le dis, je dis c'est tellement grave là-dessus parce que je ne transige pas là-dessus. Quand on est au pouvoir, c'est pour le service public.
Ouais. Mais on vient pas au pouvoir pour instaurer une démocratie et l'accompagner d'une criminologie, une criminalité extraordinaire. Non. Donc, monsieur Henri Lopez aussi, l'histoire, c'est pas moi qui le juge, l'histoire aussi aura à le juger à ce niveau-là. Pourquoi avoir accompagné une personne qui, durant toute sa carrière politique, s'est illustrée par une dictature féroce dans un pays qui ne demande pas autre chose qu'à vivre ces populations qui n'ont rien fait à la personne qui prend le pouvoir et qui se met à les mater, à les détruire et ainsi de suite. Et l'État du Congo aussi, aujourd'hui, c'est un État délabré parce que depuis 25 ans qu'il est revenu au pouvoir, ben, c'est la corruption et surtout, Jean-François, c'est tout ce que Henri Lopez a dénoncé ici depuis Tribalic. Alors qu'il est complice de ce régime. Alors, dénoncer cela avec une violence, avec l'ironie aussi du pleurer rire, quand même. Il introduit la dimension ironique dans la chose. C'est quand même truculent, ça. Et se mettre à soutenir une personne qui ne se cache même pas de faire ce qu'il est en train de faire. Et soutenu, bien sûr, par ses amis en France. Et puis le pouvoir aussi, on se dit peut-être des salons feutrés du pouvoir font oublier pas mal de choses aux gens. Mais ça, c'est quand même dommage. Absolument. Et je vais terminer en disant que Henri Lopez n'est pas le seul. Il y a tellement de grosses pointures dans la littérature congolaise qui nous font un bonheur incroyable, comme le professeur Théophile Obenga également, le grand égyptologue, qui a été travaillé avec Cheikh Anta Diop, et lui aussi, un grand littérateur, un grand professeur des universités, et lui aussi qui accompagne Denis Sassou Nguesso. Et pour la petite histoire, il va m'entendre quand je le dis ça, quand j'ai été en Californie, j'ai enseigné en Californie, il a enseigné en Californie, il était à San Francisco, j'étais jusqu'à côté, donc j'ai eu le temps de le connaître quand même aussi. On a passé des petits moments ensemble, furtivement, mais quand même ensemble. Et parfois, on est quand même étonné de voir que les grands hommes de la littérature et de la science accompagnent la bêtise humaine. Ah, malheureusement. Il me reste seulement à te remercier. Merci beaucoup pour cette chronique d'Afrique noire. Georges, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ben oui, on se revoit bientôt. Merci d'être passé en studio. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Porte-toi bien. Alors, on va faire une pause.